Bonjour, mon nom est Marc Portelange. Je suis conseiller en formation au Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ. C'est à moi que revient l'honneur de présenter la prochaine conférencière du séminaire retraite. Il s'agit de Marie-Josée No. Oui, la même Marie-Josée qui nous accompagne de main de maître depuis le début de ce séminaire. Marie-Josée est l'une des sommités sur les questions de régime de retraite et d'assurance collective à la FTQ. Non seulement elle pilote ce programme de formation, mais en plus, elle siège sur plusieurs comités de retraite, dont celui du RRFS-FTQ, en plus d'être membre du conseil d'administration de Retraite Québec. Bref, le langage parlé par les actuaires de ce monde, ça n'a plus aucun secret pour Marie-Josée. Le moment est bien choisi aujourd'hui pour faire le point sur les effets dramatiques des faillites d'entreprises sur les régimes de retraite dans le secteur privé. On a encore en mémoire le cauchemar vécu par les employés et les retraités de Sears, de Mabé ou même de la White Birch, dont les rentes de retraite ont été amputées après la fin des activités d'entreprise. Situation semblable aussi pour les employés de groupe Capital Media, dont les régimes de retraite ont été sacrifiés dans la relance de l'entreprise. Des gens qui avaient donné leur vie entière à ces employeurs se sont retrouvés du jour au lendemain avec des rentes de retraite amputées parfois jusqu'à 30 %. La FTQ a pris position dans ce dossier et réclame une meilleure protection pour les travailleuses et les travailleurs et surtout pour les retraités lorsque les choses tournent mal dans le secteur privé. C'est que leur niveau de protection, on va le voir, est plutôt mince pour le moment, mais il existe quand même des pistes de solutions et c'est ce que Marie-Josée No va nous présenter d'ici la pause du midi. Alors, je te renvoie la parole, Marie-Josée. Merci beaucoup, Marc. Je pense que sommité, tu exagères un petit peu quand même, là. Je m'intéresse dans le dossier. Je ne suis pas ni actuaire, ni économiste. J'ai une formation d'historienne, donc je n'irai pas trop loin sur sommité, là. Mais merci de ton introduction, Marc. Écoutez, je dois vous dire que la FTQ réfléchit quand même depuis un bon moment concernant la question des faillites d'entreprise, puis des mesures qu'on devrait mettre en place pour essayer de faire en sorte que les travailleurs et les retraités n'aient pas à vivre avec des coupures de rente quand il y a une faillite d'entreprise. Pourquoi? Bien parce que, Marc l'a dit, c'est complètement inacceptable qu'après avoir cotisé toute ta vie dans un régime de retraite à prestations déterminées, bien que tu dois vivre avec une rente amputée parce que l'entreprise pour laquelle tu travaillais a fait faillite. Il faut dire qu'après, avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre, on peut dire que c'est encore plus pertinent que jamais de s'intéresser à ce dossier-là, parce qu'on peut penser que malheureusement, bien, il y a des entreprises qui ne passeront pas au travers. Développer une position de centrale dans ce dossier-là, ce n'est pas nécessairement facile non plus, parce que ce n'est pas simple. Il y a plusieurs pistes de solutions qu'il fallait regarder. Il y a des syndicats affiliés qui avaient aussi pris des positions dans ce dossier-là. Mais surtout, c'est que chacune des solutions, des mesures qu'on pourrait envisager, bien, comporte son lot d'avantages puis son lot d'inconvénients. Puis ça, bien, on ne s'en sort pas. Tu sais, si on prend l'exemple de l'assurance rente, par exemple, comme ce qu'on voit en Ontario, bien, c'est attrayant comme mesure, mais en même temps, ça a un coût énorme là, à financer pour les employeurs, ou en tout cas, c'est évidemment, ça fait partie du salaire différé. Il y a aussi la mesure qui est de faire en sorte que nos caisses de retraite soient des créanciers prioritaires en cas de faillite, selon les lois fédérales. Bien, ça aussi, c'est attrayant, mais si le niveau de créance des caisses de retraite est très, très élevé, bien, ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait ne pas trouver de bailleurs financiers pour permettre la relance de l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments qui sont à considérer dans notre réflexion à la FTQ. Ce qu'on a décidé de faire à la FTQ, c'est d'essayer de voir quelles sont l'ensemble des mesures qui pourraient être mises en œuvre, de faire le plus objectivement parlant, là, le plus objectivement possible, de faire ressortir les avantages et inconvénients de chacune de ces mesures-là. Puis par la suite, on a travaillé avec un comité technique, un comité ad hoc. Puis je dois le dire, ce comité-là, il était composé de Joël Vigent, Roch Drapeau, Loïc Breton du SEPB. Donc, avec lequel Roch Drapeau des Métallos, puis Joël Vigent du syndicat d'uniforme, avec lequel on a essayé de trouver des consensus, des pistes de solutions qui faisaient consensus pour les syndicats de la FTQ. Et ce consensus-là, bien, on est content de le dire, il a été adopté tel quel par le bureau de la FTQ. Donc, allons-y maintenant. Alors, on va se poser la question en premier, à savoir qu'est-ce qui se passe quand un régime de retraite se termine en situation d'insolvabilité lors d'une faillite d'entreprise.
Bon, quand il y a une terminaison de régime au Québec puis que l'entreprise n'est pas en faillite, ce qui se passe, c'est que l'employeur, il faut qu'il mette la main dans sa poche si le régime n'est pas solvable, puis les participants actifs vont recevoir la valeur de leurs droits et les personnes retraitées vont voir leur rente achetée auprès d'une compagnie d'assurance. Dans une situation comme celle-là, ça va bien. Mais quand il y a une faillite d'entreprise puis que le degré de solvabilité n'est pas à 100 %, mais les droits de tout le monde sont réduits en fonction du degré de solvabilité. Donc, les droits des participants et des participantes sont réduits dans la même proportion que ceux des retraités. Souvent, on a tendance à l'oublier. Si le régime est solvable à 70 %, mais tu vas devoir vivre avec une coupure de droits de 30 %, autant pour les actifs que pour les retraités. Donc, ça, c'est important de le savoir. Juste peut-être pour le bénéfice de tout le monde, la solvabilité, c'est quoi? La solvabilité, c'est au moment où il y a une fermeture de régime, on regarde dans la caisse s'il y a de l'argent, assez d'argent pour payer les droits à tout le monde, tous les droits acquis. Donc, ça, c'est vraiment un test immédiat. Si le régime ferme demain matin, j'ai-tu assez d'argent dans ma caisse pour toutes les promesses que j'ai faites? C'est ça, la solvabilité. Au niveau de l'historique des positions de la centrale, je vais y aller très rapidement en matière d'insolvabilité de régime de retraite. Bien, c'est depuis 2010 qu'on a des résolutions qui touchent cet aspect-là. Donc, en 2010, on avait une déclaration politique qui nous disait qu'il fallait mieux financer nos régimes, qu'il fallait augmenter le niveau de créance des caisses de retraite. Il fallait, si ces deux mesures-là étaient mises en place, bien là, il était peut-être temps de penser à un régime d'assurance. En 2013, on a eu une résolution qui parlait de l'importance d'augmenter le niveau de créance des caisses de retraite lors de faillite. Donc, on demandait que la FTQ et le CTC fassent pression là-dessus. En 2016, on a encore eu des résolutions sur ce sujet-là. On demandait essentiellement la même chose. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on parle de cette question-là puis qu'on milite dans ce dossier-là. Vous vous souviendrez probablement de la campagne qu'a menée la FTQ, une retraite à l'abri des soucis, une campagne qu'on a menée de 2009 à 2017. Mais on avait 3 revendications à cette campagne-là. Doubler la rente du RRQ, augmenter le supplément de revenu garanti. Puis la 3e mesure, c'était de mettre en place des mesures pour protéger les rentes promises en cas de faillite d'entreprise. À ce niveau-là, on avait 3 suggestions. Un meilleur financement des régimes, une surveillance accrue de la part de la Régie des rentes à l'époque, maintenant Retraite Québec. Amender la loi sur les faillites pour protéger les rentes acquises. Et si ces 2 mesures-là étaient mises en place, bien, on se disait peut-être qu'un régime d'assurance pourrait être utile. Donc, les approches qu'on a retenues pour essayer de se positionner avant de commencer notre campagne, bien, on a retenu 5 mesures. Première mesure, augmenter le financement des régimes à prestations déterminées. On s'est dit des régimes bien financés, normalement, ça devrait être garant, ça devrait faire en sorte qu'en cas de faillite d'entreprise, il y a de l'argent dans la caisse. Deuxième mesure, modifier les lois de façon à rendre les participants des créanciers plus prioritaires que ce qu'on connaît présentement. Troisième mesure, créer un fonds d'assurance de prestations. Quatrième mesure, prévoir une gouvernance d'entreprise où l'intérêt des travailleurs et des personnes retraitées, travailleurs-travailleuses, est mieux respecté. Et finalement, offrir un véhicule collectif à la terminaison. Donc, je vais regarder ces 5 mesures-là avec vous. C'est l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Puis, après, je vais vous dire sur quoi la FTQ a pris position, puis c'est quoi les mesures parmi celles-là qu'on a privilégiées. Première mesure, améliorer le financement des régimes à prestations déterminées. Il faut le dire, au Québec, le Québec a été la première province à réformer son cadre de financement des régimes à prestations déterminées après la crise de 2008. C'est aussi la province qui a donné le plus de souplesse quant au financement du régime. Donc ça, c'est important. L'Ontario n'est pas allé aussi loin que le Québec au niveau des règles de financement, des régimes à prestations déterminées. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Québec devrait revoir ses règles de financement afin d'exiger qu'on verse des cotisations d'équilibre, par exemple, lorsque le degré de solvabilité est inférieur à 85 %, comme le font plusieurs provinces. Au Québec, on ne finance plus la solvabilité, c'est terminé. Donc, est-ce qu'on devrait revenir à une notion de solvabilité? C'est une question qu'on s'est posée. Il y a des avantages à ça, il y a des inconvénients. Le premier avantage, évidemment, c'est que si on améliore le financement minimum de la solvabilité, par exemple, si on l'amenait à 85 %, bien, s'il y a une faillite d'entreprise, normalement, il devrait avoir un petit peu plus d'argent dans la caisse que si on n'exige pas de financement de solvabilité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément,
Dans le cas où, par exemple, on mettrait en parallèle une autre mesure, par exemple un fonds d'assurance là, des prestations ou une autre mesure, bien, la différence à combler par le fonds d'assurance et le régime, bien, ça serait moins important. Donc ça, ce serait un deuxième avantage. L'inconvénient majeur de cette approche-là, c'est que le financement de la solvabilité entraîne une augmentation potentielle, là, puis une grande volatilité dans le financement des régimes de retraite, ce que les employeurs ne peuvent plus supporter. Puis en 2008, c'est ce qui a mené souvent à des faillites d'entreprises, mais aussi au désengagement de la part des employeurs en regard des régimes à prestations déterminées qu'on connaît présentement. C'est ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Donc ça, c'était l'inconvénient qu'on a mis en balance au sein du comité ad hoc de réflexion. La deuxième mesure envisageable, bien, c'était de modifier les lois de façon à rendre les participants et participantes des régimes des créanciers prioritaires en cas de faillite et d'insolvabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, au Canada, là, les participants et les participantes des régimes de retraite sont considérés comme des créanciers ordinaires quand il y a des faillites d'entreprise. Donc, quand, par exemple, il y a une liquidation d'une entreprise parce qu'il y a eu une faillite, bon, cette entreprise-là, elle a des bâtiments, elle a de la machinerie, puis elle se met à tout vendre ça. Ce qui reste comme argent, bien, c'est distribué entre les créanciers. Mais il y a un différent ordre de créanciers. Puis les créanciers ordinaires, bien, c'est les derniers en bas de la liste. Donc, en d'autres mots, quand il y a une faillite d'entreprise, les caisses de retraite, la dette pour la caisse de retraite, dans le fond, c'est la créance la dernière à être payée dans toute la liste de tous les autres créanciers. Donc, aussi bien vous dire que rendu là, il ne reste plus grand-chose à donner. Le processus de faillite puis d'insolvabilité, bien, il est régi par deux lois fédérales, la LFI puis la LACC. La LFI, c'est la loi sur la faillite et l'insolvabilité, puis la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la LACC. La LACC, elle, a fait quoi? Bon, si une entreprise se retrouve en difficulté financière puis que sa dette dépasse 5 millions, c'est souvent le cas d'ailleurs, bien, la LACC est utilisée pour permettre à l'entreprise de se restructurer. C'est l'entreprise qui est insolvable, mais ce processus-là, bien, ça lui permet, cette entreprise-là, de se donner la marge de manœuvre pour honorer ses engagements envers les créanciers tout en bénéficiant de la protection des tribunaux. Le problème avec ça, c'est que les ordonnances des tribunaux, là, ils peuvent notamment avoir pour effet de soustraire l'entreprise à son obligation de financer un déficit, par exemple, dans une caisse de retraite pendant la période où la situation financière du régime est en période de restructuration, pendant que l'entreprise est en restructuration, pardon. Donc, on pourrait permettre à l'entreprise de ne pas verser son déficit, sa rente pour payer le déficit. Donc, ce que ça a comme conséquence, bien, c'est que la situation financière de la caisse de retraite à la fin de la restructuration, bien, elle va être beaucoup plus précaire qu'au début de la restructuration. Ça, c'est vraiment un problème. Les pistes de réflexion que le comité ad hoc on a eues par rapport à la LACC, bien, en fait, c'est à l'effet que lorsqu'une entreprise se met sous la LACC, là, donc sous le chapeau là, qui lui permet de se restructurer, le cadre législatif fédéral pourrait être bonifié à deux niveaux. Premièrement, on pourrait modifier la LACC pour permettre une meilleure participation des organisations qui représentent les participants au régime, les participants actifs puis les participants retraités. Donc, on devrait pouvoir mieux offrir une possibilité à ces groupes-là de mieux faire connaître leur réalité puis leurs préoccupations dans le processus de restructuration sur la LACC pour faire valoir leurs intérêts. Donc ça, on pense que ça, c'est super important. Deuxième chose, bien, il faudrait, dans la LACC, augmenter les normes minimales et établissant les obligations qui doivent être satisfaites pour tout ce qui concerne le régime de retraite, pour qu'un arrangement soit homologué. Donc, l'objectif de ces deux éléments-là, c'est de faire en sorte de permettre minimalement en amont de relever le plancher des exigences en regard du financement de la caisse de retraite là, pendant la restructuration pour éviter que la situation financière se dégrade trop pendant cette période-là. Puis on le sait, la période de restructuration, ça peut durer longtemps, ça peut durer jusqu'à 18 mois, même plus longtemps. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel.
Au moment de la faillite, là, on parle de la LFI. Au moment de la faillite au Canada, là, les sommes que l'employeur doit verser au terme d'un régime de retraite sont considérées comme des créances ordinaires. OK? Donc, je vous l'ai déjà dit. Ils passent après les créanciers, ils passent après tous les autres créanciers, ce qu'on appelle les créanciers garantis. Par exemple, les institutions financières qui possèdent une hypothèque ou même la créance des institutions financières qui vont permettre, ce qu'on appelle les prêts intérimaires, l'argent qui est investi dans l'entreprise pour relancer les activités de l'entreprise. La caisse de retraite, elle arrive après tout ça. Donc, nous, on pense qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là qui devrait être changé. Si on regarde les 5 catégories de créanciers par ordre de priorité, première priorité, la fiducie réputée. Je ne rentrerai pas dans le détail de chacune de ces catégories-là parce que c'est assez complexe, mais bon, on sait qu'il y a la fiducie réputée qui est déterminée par loi. Il y a la super priorité. Donc, ça, c'est les montants qui sont dus aux fournisseurs, salaires impayés, les prêts intérimaires pour relancer l'entreprise. Il y a les créanciers garantis. Donc, ça comprend, par exemple, les titulaires d'hypothèques. Les créanciers privilégiés, ça comprend les frais d'administration, les frais de syndic. Hein, ils se payent avant tout le monde. Et finalement, il y a la dernière catégorie qui sont les créanciers ordinaires, qui sont tous au même niveau. Les créanciers ordinaires, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Mais c'est là qu'on va retrouver la dette du régime, la majeure partie de la dette là, de l'employeur à la terminaison du régime de retraite. On a essayé d'imaginer toutes sortes de solutions pour améliorer la LFI. J'y vais très rapidement. La première option, ce serait de se situer au niveau de la fiducie réputée, donc la première colonne que je vous ai présentée tantôt. Mais ça amène un exercice absolument impossible à imaginer où on devrait changer la loi sur les régimes complémentaires au Québec, changer la loi fédérale, agencer tout ça. On pense que ce serait un exercice qui serait quand même assez fastidieux. Deuxième piste de solution, c'est d'être au niveau de la super priorité ou une portion de la dette qui serait à un niveau de super priorité. Troisième option, la créance privilégiée. Puis vous me voyez venir, là, donc on essaie de voir ce serait quoi le niveau idéal pour la caisse de retraite, autre que celui où on est présentement, où on est bon dernier. Il faut le dire, modifier les lois pour rendre les participants du régime des créanciers prioritaires en cas de faillite, plus prioritaire que ce qu'on connaît, c'est une revendication qui est supportée par plusieurs groupes. Plusieurs syndicats adhèrent à ça, mais il y a eu aussi plusieurs projets de loi qui ont été déposés dans ce sens-là. En 2017 par le NPD, par le Bloc aussi. Il y a eu l'ancien maire de Toronto, le sénateur, qui a aussi déposé un projet de loi. Et tout récemment, il y a Marilyn Gill du Bloc québécois qui a déposé, en 2020, qui a déposé le projet de loi C-253. Ces projets de loi-là ne sont jamais allés très, très loin et sont tombés au feuilleton. Donc, si on regarde les avantages et inconvénients d'améliorer le niveau de créance des caisses de retraite au sein de la LACC puis de la LFI, il y a un avantage indéniable, c'est que ça permettrait aux travailleurs actifs et retraités de recevoir une plus grande partie de leurs droits dans le régime, malgré la faillite, vu leur haut niveau de priorité parmi les créanciers. Il y a certains inconvénients aussi. On pourrait penser que d'accorder aux participants une priorité plus importante parmi les créanciers, ce serait susceptible d'entraîner une restructuration, une restriction du crédit, une augmentation du coût de financement pour l'entreprise. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, cette mesure-là pourrait nuire à la relance d'une entreprise en restructuration. Si on prend par exemple l'exemple récent de Capital Média, si le régime de retraite avait été en haut de la liste, peut-être que il y a peu d'investisseurs qui auraient eu intérêt à investir dans la relance de l'entreprise parce que si jamais ça ne marche pas, ils ne seront jamais payés alors que la caisse de retraite, elle, serait payée. Donc, on a ça aussi à mettre dans la balance. Troisième mesure, création d'un fonds d'assurance pour les prestations de retraite, ce qu'on voit en Ontario, le fameux fonds d'assurance ontarien. Un fonds de garantie, c'est quoi? Le fonds de garantie, c'est un programme d'assurance qui verse un montant aux participants d'un régime qui doivent composer avec des droits amputés en raison de la faillite. Ce fonds-là, il est financé grâce à des primes qui sont payées par le promoteur du régime.
L'objectif, évidemment, c'est de mutualiser les risques que les participants rencontrent là, de différentes entreprises. Nous, on pense que si jamais les gouvernements allaient de l'avant avec une mesure comme celle-là, il y a plusieurs conditions qui doivent être respectées. La première, c'est que la mise sur pied devrait être combinée à des règles très strictes en matière de financement de la solvabilité, comme c'est le cas en Ontario. Deuxièmement, le niveau de prime devrait être adéquat pour refléter l'expérience dans les versements des indemnités. La tarification devrait être basée sur le risque de chaque régime. Donc, on pourrait prendre en considération, par exemple, sa politique de placement ou même la cote de l'entreprise. Tous les régimes du secteur privé devraient faire partie de ce fonds-là pour éviter d'avoir des mauvais risques. Cinquièmement, si le fédéral devait aller de l'avant vers la mise en place d'un régime pan-canadien, bien, il serait impératif que le Québec puisse avoir le choix entre adhérer à ce régime-là ou démarrer son propre fonds. Et finalement, bien, c'est l'élément probablement le plus important, puis c'est peut-être là où le bas blesse, c'est qu'il devrait y avoir une cohérence entre les prestations couvertes puis le traitement des droits lors d'une faillite d'entreprise prévue par la loi RCR. Donc, ça, c'est un élément important, puis on va vous parler un petit peu des contraintes par rapport à ce choix-là qu'on rencontre ici au Québec. Il y a d'autres questions qui pourraient se poser. Comment on démarre un fonds d'assurance des prestations? Parce que, tu sais, on va se le dire, l'Ontario a mis ce régime-là en place il y a très, très, très longtemps. Ce n'est pas le cas ici au Québec. Donc, maintenant, on a des régimes qui sont matures. On a des régimes où, par exemple, les nouveaux travailleurs accumulent des droits dans des régimes à cotisation déterminés. Donc, est-ce que ça fait du sens de payer du 3, 4, 5 de notre masse salariale pour financer un fonds pour... En tout cas, il y a des questions qui se posent par rapport à ça au niveau de l'équité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on fait aussi si jamais le fonds est insolvable? C'est-à-dire que un malheur n'arrive jamais seul, là, comme on dit. Bien, dans une période où il y a beaucoup de faillites, ça se peut qu'il y ait plusieurs dans une crise, par exemple, post-COVID, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs entreprises qui fassent faillite en même temps. Mais si le régime n'est pas suffisamment financé pour remplir à toute cette demande-là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'en Ontario, le régime a presque fait faillite, n'eût été de l'investissement massif du gouvernement quand GM a fermé. Donc, c'est des questions importantes à se poser dans un contexte québécois. Donc, des choses à garder en tête par rapport à la création d'un Fonds québécois d'assurance. On va prendre l'exemple de l'Ontario parce que, tu sais, on en entend beaucoup parler de cet exemple-là, puis je trouve qu'il y a des choses à démystifier sur ce fonds-là. D'abord, première chose, il faut se rappeler qu'en Ontario, bien, la solvabilité, elle est toujours financée actuellement. On finance la solvabilité à 85 %, ce qu'on ne fait pas ici au Québec. En Ontario, le type de régime qui a été mis en place, il n'est pas là pour assurer 100 % des rentes. On va regarder un tableau tout à l'heure. Le fonds indemnise à 100 % jusqu'à un maximum de 1 500 $ de rente. C'est-à-dire que, on va regarder des exemples, là, mais ça, c'est le maximum qu'on peut avoir où notre rente est garantie à 100 %. Mais au-delà de 1 500, le fonds n'indemnise pas à 100 % les personnes qui vivent avec une situation de faillite de leur employeur. Par exemple, dans un régime où un retraité reçoit, par exemple, 1 500 $ par mois, bien, il y aurait une indemnité payable si le ratio de solvabilité était à 90 %, car 90 % de 1 500, ça fait 1 350. Puis ça, bien, c'est plus bas que 1 500. Donc, cette personne-là recevrait 100 % de ses droits lors d'une faillite et le régime donnerait 150 $ par mois à cette personne-là. Par contre, si on prend un exemple où un retraité recevait 3 500 $ au moment de la faillite avec un régime qui était solvable à 75 %, bien, ce dernier-là recevrait, après la faillite, une rente de 3 000 $ seulement. Ce ne serait pas 3 500 parce qu'on dépasse le 1 500 $ maximum. Puis là, il y a un certain prorata qui s'applique dans un cas comme celui-là. Vous pourrez voir ma présentation, mais vous avez ici un exemple de taux de remplacement pour les rentes qui dépassent 1 500 $. Il ne faut pas oublier non plus que, je ne l'ai pas dit, mais quand il est question d'un régime d'assurance, bien évidemment, ici, on va protéger les personnes retraitées,
Mais on sait que les travailleurs actifs aussi vont voir leur rente. Mais ce fonds-là ne prend pas ça en considération. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, à 2 ans de votre retraite, vous avez accumulé 30 ans, puis que la solvabilité est à 70 %, mais vous allez vivre avec votre coupure de droits. Comment c'est financé le régime en Ontario? Bien, c'est financé par des cotisations. La cotisation maximale, c'est 600 $ par participante. Puis quand je parle de participantes ici, je parle autant des travailleurs actifs que retraités. Donc, les modalités de tarification, ça va être 0,015 % du passif. On va regarder des tableaux après. Mais si par exemple, puis le reste de la tarification va être en fonction de la santé financière du régime, en fonction de sa solvabilité. Et la cotisation maximum qui est prévue par participant, c'est 600 $. Donc, on va prendre ici un exemple. On a une entreprise, brand new, en bon français, donc une entreprise où on a 500 travailleurs actifs, où il n'y a pas de retraités, 0 retraités dans cette entreprise-là, et il y a 100 millions de passifs, c'est-à-dire il y a 100 millions de promesses qui étaient faites aux travailleurs actifs là, pour leur retraite. Le coût du service courant pour financer le régime de retraite est 4 millions. C'est réaliste. Puis le salaire annuel qui est versé aux travailleurs, c'est 20 millions par année pour ces 500 personnes-là. Bien, en fonction de la santé financière du régime, bien, il va y avoir une tarification qui est imposée. Par exemple, si le régime est solvable à, prenons l'exemple, de 70 %, bien, il va y avoir une cotisation. La prime annuelle, dans ce cas-là, serait de 300 000 $, ce qui représente 7,5 % du coût du régime de retraite, mais qui représente 1,5 % en pourcentage des salaires. Donc, c'est sûr que c'est l'employeur qui paye ça, sauf qu'on est très conscient que cet argent-là, bien, ça fait partie de la rémunération globale. Il ne faut pas l'oublier. Puis ça, ici, c'est dans un régime brand new, puis on commence juste à financer le fonds. J'ai un autre exemple ici qui ressemble au premier, mais là, on a un régime qui est plus mature. On a toujours 500 participants, mais là, on a 250 actifs, 250 retraités. Donc, on a déjà des personnes qui sont à la retraite. Donc, le coût du service courant, évidemment, est plus bas parce qu'on a juste 250 actifs. Le salaire annuel qui est versé aux participants actifs, c'est 10 millions plutôt que 20 millions puisqu'on a juste 250 travailleurs qui gagnent un revenu ici là, de 40 000 $. Mais si vous regardez ce que ça représente, ce montant-là, ce 300 000 $-là, pour une solvabilité, par exemple, de 70 %, mais c'est quand même, ça représente 3 % du salaire des travailleurs actifs, là. Donc, c'est quand même assez important comme écart. Puis on a, je vous l'ai dit, un régime qui n'est pas si généreux que ça. Puis on parle ici d'un régime qui a été mis en place il y a déjà de nombreuses années, là, qui n'était pas tout à fait dans la même conjoncture qu'on connaît présentement. Donc, évidemment, la création d'un fonds québécois d'assurance, ça a des avantages. Si toutes les conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure sont rassemblées, bien, ça permettrait évidemment d'améliorer le sort des personnes retraitées, pas des travailleurs actifs, mais des personnes retraitées lors de faillite. Les inconvénients reliés à ça, c'est que cette mesure-là amène une hausse du coût pour les employeurs, les travailleurs. Évidemment, les travailleurs pourraient s'en ressentir via la rémunération globale. Advenant qu'on vise à protéger l'essentiel de la rente des participants et des participantes, évidemment, le niveau de prime requis pour qu'un tel mécanisme soit viable serait élevé. Il pourrait constituer une incitation de plus là, pour les employeurs pour se débarrasser des régimes à prestations déterminées. Troisièmement, pour être capable de mettre en place un fonds comme ça, il faudrait qu'on revienne à la notion de solvabilité au niveau du financement des régimes de retraite. Et finalement, si le fonds n'était pas rassuré, par exemple, ou si le gouvernement ne lui assure pas une protection particulière, bien, il y a toujours un risque que le fonds de garantie, le fonds d'assurance, puisse lui-même faire faillite, comme on a déjà vu d'ailleurs aux États-Unis puis en Ontario.
Donc, c'est un élément à considérer. Puis quand vient le temps, à partir du moment où, je pense que dans le secteur privé, actuellement, les gens qui bénéficient d'un régime à prestations déterminées, on parle d'à peu près 10 là, c'est très, très bas présentement au Canada. Donc, tu sais, quand on arrive devant un gouvernement pour dire, écoutez, notre fonds d'assurance est en faillite, est-ce que vous pourriez le renflouer? Bien, c'est sûr que le gouvernement va dire, bien là, écoutez, il y a plein de monde qui ont des régimes à cotisation déterminés, par exemple, puis qui ont perdu beaucoup d'argent dans le cadre d'une crise, puis on ne va pas les indemniser. Donc, pourquoi que le denier public servirait à une mesure comme celle-là? Donc, je ne suis pas sûre du résultat qu'on pourrait avoir auprès d'un gouvernement en allant cogner là, auprès d'un gouvernement qui aurait probablement des finances déjà publiques un peu affectées par la crise, d'investir massivement dans un fonds de garantie en faillite. Donc, ça, c'était la 4e mesure. Prochaine mesure, prévoir une gouvernance d'entreprise où l'intérêt des travailleurs et des personnes retraitées est mieux respecté. Ça, c'est quand même assez important. Au Québec, les entreprises sont constituées sous le régime de la loi sur les sociétés par action au Québec, alors que d'autres sont conçues sous la loi canadienne des sociétés par action. Ces lois-là, ça prévoit certaines règles de gouvernance qui peuvent avoir un impact sur la santé financière des entreprises et des régimes de retraite qui y existent. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il pourrait être utile de s'assurer que la définition du meilleur intérêt corporatif comprenne explicitement l'intérêt des travailleurs et des travailleuses et des personnes retraitées. Il y a eu des changements qui ont été apportés récemment, mais c'est très difficile concrètement de faire appliquer ces droits-là. Il y aurait certainement lieu d'amender les protections supplémentaires pour les participants et participantes au régime de retraite quand les promoteurs procèdent à des rachats d'actions puis versent des dividendes et des bonis, des primes au cadre de direction pendant que les régimes de retraite sont en situation de déficit d'insolvabilité. C'est exactement ce qui s'est passé chez Sears. Hein, le régime est insolvable. Pendant ce temps-là, il y a eu des versements de primes, de bonis, de dividendes, etc., qui ont été effectués. L'entreprise a fait faillite, puis c'est qui s'est retrouvé à vivre avec les conséquences, les pots cassés de ça? Bien, ce sont les travailleurs actifs et retraités. Donc, évidemment, il y a plusieurs avantages à prévoir une meilleure gouvernance. Donc, une gouvernance d'entreprise où l'intérêt des travailleurs, travailleuses et personnes retraitées est mieux respecté viserait à influencer sur les décisions d'entreprise de façon à ce qu'elle ne prive pas d'actifs la caisse de retraite là, en raison de politiques, ne cherchant que juste certains les intérêts restreints là, des dirigeants, des actionnaires, etc. Il y a aussi peut-être un inconvénient qu'on a identifié, mais ça pourrait faire en sorte de diminuer la flexibilité dans la gouvernance de l'entreprise qui pourrait nuire, par exemple, à la prospérité. Mais là, je ne suis pas en train de dire que c'est vraiment ce que moi je pense, là, mais tu sais, c'est des arguments qui nous sont présentés. Par exemple, ça pourrait empêcher le recrutement de bons candidats pour des postes de direction. C'est encore là, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce que la littérature écrit sur cette question-là. Donc voilà, c'est pour ce point-là. Dernière solution qu'on a envisagée, mais c'est la possibilité d'offrir un véhicule collectif à la terminaison d'un régime de retraite. L'objectif de cette mesure-là, c'est de faire en sorte de ne pas devoir acheter une rente à des personnes retraitées immédiatement à la terminaison du régime. Parce qu'on le sait, quand il y a des terminaisons de régime, souvent, on se retrouve dans un contexte de crise financière et on se retrouve dans un contexte de chute de rendement boursier, de baisse des taux d'intérêt. Et puis, à ce moment-là, ce n'est pas le temps d'acheter une rente auprès des compagnies d'assurance. C'est hors de prix, c'est complètement inaccessible. Donc, on pense qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui devrait prendre vos sous, les sous qui vous appartiennent au moment de la faillite, pour, un, pouvoir les faire fructifier, deux, choisir un timing adéquat pour vous acheter une rente auprès d'une compagnie d'assurance. Ça existe déjà partiellement. Oups, je pense que je suis allée trop vite. Ça existe déjà partiellement, c'est-à-dire que Retraite Québec offre depuis quelques années la possibilité aux participants retraités
d'être pris en charge lors d'une faillite d'entreprise. Donc, depuis quelques années, Retraite Québec offre ce service-là pour les entreprises sous compétence provinciale. Maintenant, nous, on pense que cette offre-là devrait être élargie aussi aux travailleurs actifs, parce que les travailleurs actifs perdent dans l'équation aussi quand il y a une faillite d'entreprise. Si le régime est solvable à 70, bien, les travailleurs actifs vont perdre quand même des montants qui sont quand même assez importants. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que Retraite Québec devrait offrir l'accès aux participants actifs qui ont des droits amputés à la suite de terminaison. Puis donc, les participants pourraient ainsi profiter de frais de gestion d'actifs inférieurs à ceux qui sont encourus sur une base individuelle, en plus de bénéficier de la mutualisation. Deuxième chose que le comité ad hoc pense, c'est qu'on pourrait allonger la période d'investissement sur les marchés avant l'achat d'une rente. Actuellement, Retraite Québec nous dit qu'elle se donne un horizon maximum de 10 ans pour faire fructifier vos avoirs, puis suite à ça, on procède à l'achat d'une rente. Des fois, c'est moins, mais peut-être qu'une période de 20 ans, ce serait plus réaliste. Donc, l'avantage de cette mesure-là, bien, elle a beaucoup d'avantages parce qu'elle est facile. Tu sais, c'est déjà en place, le mécanisme existe déjà. Donc, ça demeure une option qui est intéressante pour les participantes parce qu'on pourrait bonifier leur avoir au moment de la faillite. Puis ça aurait comme conséquence, évidemment, de bonifier leur rente lors de la retraite. Cette mesure-là, bien, un autre avantage, c'est qu'elle pourrait recevoir l'accueil favorable du législateur parce que les bases du régime sont déjà en place. Les employeurs ne devraient pas s'y opposer parce que ça ne les engage à rien. Ce n'est pas contraignant pour les employeurs, cette mesure-là. L'inconvénient, bien, c'est que contrairement aux autres mesures qu'on a regardées, bien, cette mesure-là, elle ne force pas les employeurs à sécuriser les promesses. Donc ça, pour nous, c'était quand même quelque chose d'assez problématique. Très rapidement, parce que je vois que le temps file, je vous présente un peu les positions qui ont été adoptées suite aux travaux, les positions qui ont été adoptées par le bureau de la FTQ. On est d'accord avec le fait d'encourager un financement des régimes de prestations déterminées au-delà des exigences minimales prévues par la loi. On ne veut pas changer la loi, mais on veut inciter les parties prenantes à négocier des marges pour écart défavorable, puis un financement d'un fonds de stabilisation plus élevé que ce que prévoit la loi. Deuxième chose, pour permettre une meilleure participation des organismes représentants, on est d'accord au niveau de la LACC, là, de permettre une meilleure participation des organisations représentant les participantes au régime, dont les retraités, dans le processus de restructuration sous la LACC, pour qu'ils puissent faire valoir intérêt. Puis on souhaite un rehaussement des normes minimales devant être satisfaites là, pour qu'un arrangement soit homologué. Troisièmement, pour modifier les lois pour qu'en situation de liquidation, le niveau de créance de la dette pour le régime de retraite soit amélioré pour se situer avant les créanciers garantis, mais après la super priorité. La raison pour laquelle on a choisi justement ça comme étant l'endroit où on devait mettre la créance, c'est qu'on veut permettre les relances d'entreprise. Donc, pour nous, c'est important. Quatrièmement, améliorer l'offre de Retraite Québec en matière d'administration de la rente. On pense que Retraite Québec peut faire mieux, peut prolonger et peut prendre en charge aussi les travailleurs actifs. On pense que c'est incontournable. Finalement, modifier les lois des sociétés par action du Québec et la loi canadienne sur les sociétés par action afin d'amender les protections. Je commence à voir tout croche, là. Donc, pour nous, il faut que la gouvernance des entreprises prenne en compte différentes parties prenantes, dont les travailleurs et les retraités, et c'est très, très important. Je le rappelle, pour la FTQ, la sécurité financière à la retraite, ça repose sur 3 points. Des bons régimes publics, des régimes complémentaires qui soient bien financés, qui garantissent une rente toute la vie durant. Et finalement, une épargne individuelle facilement accessible à un coût raisonnable. Donc, je m'arrête ici pour l'instant. Je vous ai dit un peu qu'on était quand même en campagne concernant la question des faillites d'entreprise puis l'insolvabilité des régimes de retraite.
À la FTQ, on a développé certains outils. On a préparé une vidéo sur la question. On a préparé une fiche technique aussi. Je vous présente très rapidement la vidéo qui a été faite, mais elle va être suivie de différentes capsules sur les différentes mesures dont on fait la promotion. Donc, c'est un outil que vous allez pouvoir vous servir dans vos milieux de travail. Il va être disponible sur le site Internet du séminaire d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a produite. Quand une entreprise fait faillite, c'est jamais une bonne nouvelle. Souvent, les travailleurs et travailleuses se retrouvent dans des situations vraiment dramatiques. Le pire, c'est que même les personnes à la retraite ne sont pas à l'abri. Une entreprise qui fait faillite, ça peut avoir des conséquences graves. Par exemple, une moins bonne qualité de vie, être obligé de retourner au travail après la retraite ou même vendre sa maison. Dans le fond, la rente de retraite promise aux travailleurs et travailleuses provient directement de leur salaire et c'est avec ça qu'ils peuvent assurer leurs vieux jours. Après une vie à travailler, se faire abandonner à cause d'une faillite, c'est inacceptable. On ne peut pas fermer les yeux sur ces injustices. Nos demandes pour les gouvernements de Québec et d'Ottawa sont simples. Modifier les lois dans le but de protéger les rentes des travailleurs et travailleuses, même en cas de faillite d'une entreprise. La FTQ propose 4 mesures. Modifier les lois pour qu'en cas de faillite, les caisses de retraite deviennent une priorité. En ce moment, le problème, c'est qu'aucune loi ne place les régimes de retraite en priorité. Ça veut dire que les entreprises ont le droit d'abandonner un régime déficitaire et leurs salariés. En d'autres termes, ça veut dire que tous les créanciers sont plus importants que les travailleurs et les travailleuses qui ont fait vivre l'entreprise pendant toutes ces années. Pour la FTQ, votre régime de retraite ne devrait pas être sacrifié et les gouvernements doivent agir pour qu'il soit protégé. Améliorer le financement des régimes à prestations déterminées. Pour qu'un régime de retraite soit capable de bien remplir ses obligations, il faut qu'il soit bien financé. C'est logique. Pour ça, il faut favoriser un financement des régimes à prestations qui dépasse les exigences minimales. Au bout du compte, les coupes dans les régimes de retraite en cas de faillite d'entreprise seraient moins dramatiques pour les travailleuses et travailleurs actifs et retraités. Favoriser une gouvernance d'entreprise où l'intérêt des travailleurs, des travailleuses et des personnes retraitées est respecté. Saviez-vous que juste avant de faire faillite, Sears a vendu 4 milliards de dollars d'actifs et versé 3,5 milliards de dollars en dividendes à ses actionnaires? Pendant ce temps, les travailleurs et travailleuses écopent de la mauvaise santé financière de l'entreprise, et ça, c'est inacceptable. Pour prévenir ce genre d'injustice, il faut que les opérations financières majeures qui affectent les régimes de retraite soient divulguées et encadrées. Simplement améliorer l'offre de Retraite Québec. En cas de faillite d'entreprise, Retraite Québec offre la possibilité d'administrer la rente des personnes retraitées pendant une période maximale de 10 ans, tout ça dans le but d'augmenter leurs revenus. Pour la FTQ, ce n'est pas suffisant. Et il faut améliorer l'offre de Retraite Québec pour permettre aux participants et participantes de bonifier leurs revenus de retraite. Offrir à tous les travailleurs et toutes les travailleuses les mêmes conditions avec Retraite Québec, peu importe le moment dans leur vie où survient la faillite de leur employeur. Faire passer de 10 à 20 ans la période d'investissement sur les marchés avant l'achat de rente. Il faut protéger les travailleurs et les travailleuses. Vous informer, c'est nous aider. Pour savoir comment aider la FTQ à protéger vos régimes de retraite, venez nous voir à ftq.qc.ca/protéger-nos-retraite. J'espère que ça vous a plu. Écoutez cette vidéo-là, c'est la première d'une série de vidéos qu'on va faire sur le sujet. Donc, c'est la plus longue. Et chacune des mesures va être détaillée dans des petites capsules plus courtes, d'une minute ou deux. Donc, je vous invite à partager ce lien-là sur vos réseaux Facebook. Pour accompagner ça, on a aussi préparé une fiche technique qui va être disponible dans les prochains jours. Donc, si vous rencontrez des députés, on vous invite à partager cette fiche-là qui fait office un peu d'éducation parce que, je vous le dis, la question des faillites d'entreprise puis des régimes de retraite, c'est pas une question qui est, c'est pas une question qui est simple. Vous l'avez sûrement vu dans ma présentation aujourd'hui. On a essayé de rendre ce sujet-là le plus simple possible, mais plus on rentre dedans, plus on se rend compte que c'est complexe. Donc, je vous invite à partager ces outils-là. On les a faits pour vous, puis j'espère que ça vous a aidé à comprendre.